ORTB Live Session s'installe ce soir avec la promesse ferme de vous faire découvrir l'univers d'une femme exceptionnelle, débordante d'énergie, incollable sur les questions d'environnement. Sandra Idossou caresse également le vœu de voir les Africains mieux apprécier et valoriser leurs propres produits. Nous la recevons donc aujourd'hui pour mieux comprendre ses choix et ses combats. Nous sommes au Novotel Hôtel comme à notre habitude et je voudrais vous dire un grand bonsoir, bienvenue et merci d'avoir choisi ce rendez-vous mensuel du service de l'ORTB. Alors Sandra Idossou, merci d'avoir choisi de répondre à notre invitation. Merci Angela de m'avoir invitée. Je suis honorée d'être avec toi et donc c'est vraiment un immense plaisir. Donc cette fois-ci, on va déroger à la règle, on va se tutoyer. J'ai l'habitude de j'ai l'habitude de vous voir, mais voilà, d'ailleurs, je peux l'affirmer, nous sommes entre nous parce que non seulement vous êtes souvent sous les projecteurs de l'audiovisuel, mais également vous écrivez énormément dans les colonnes de certains journaux sur place. Donc, on peut se dire qu'on est entre nous et on va se tutoyer calmement. Avec plaisir. Mais comment est-ce que vous vous sentez d'être avec moi ici au Novotel Hôtel, au Richard de Cotonou? Alors, j'aime bien l'ambiance de l'émission. Le fait de ne pas être en studio, c'est comme si je papotais. Et donc, je pense que c'est une très belle idée de faire une émission comme ça à l'extérieur, dans un cadre autre qu'un cadre formel. Et donc, oui, moi, je suis impatiente. D'accord. Mais je dois vous dire aussi qu'ici, ce n'est pas comme les autres émissions. Nous avons l'habitude d'avoir les détails vraiment croustillant sur la vie privée, voilà, surtout sur la vie privée de nos invités. Bon. Donc après également dans votre carrière professionnelle, on va fouiner un peu. Est-ce que vous êtes prête à tout nous dire sans langue de bois? Je suis prête, je jure, de vous dire toute la vérité. D'accord, c'est bien sûr ça que je voulais. Merci de jurer. Et donc à cœur ouvert tout à l'heure, on va mieux vous découvrir. Et voici avec la complicité de Timothée, notre réalisateur de cet après-midi, le jingle de l'Icebreaker. Ce que je sais, en tout cas, quand on vous regarde, on dira que Sandra Idossou, c'est la dame au sourire légendaire. En tout cas, tout le temps, vous êtes souriante. Physiquement, quand on vous voit, c'est la première chose qui frappe. Mais en fait, vous-même, puisque j'ai la chance de t'avoir devant moi, tu vas me dire exactement ce que tu penses de Sandra Idossou. Oh, je pense que je suis vraie. Je pense que s'il y a un adjectif qui me qualifie, je suis vraie. Je suis telle que je suis, telle qu'on me voit. Je n'ai pas une Sandra Idossou pour les uns et les autres. J'essaye d'être naturelle et j'essaye d'être vraie. Voilà. Donc, je pense que voilà, telle que vous me voyez, c'est exactement moi. Donc, elle est vraie, Sandra Idossou. C'est une boule d'énergie aussi. C'est vrai, malheureusement, je le disais parfois. À l'entame de cette émission. Vraiment, j'aurais aimé parfois ne pas avoir autant d'énergie. Tout à l'heure en venant, j'avais l'ami de mon fils qui me disait « Mais Tata, pourquoi est-ce que tu as encore créé ce t-shirt ?» Parce que j'ai créé un t-shirt avec le passeport du Bénin et il en avait un, il était très fier. Il dit « Mais j'avais déjà celui où c'était marqué fièrement 229, pourquoi encore tu as créé ?»« Mais Tata, tu crées tout le temps ?» Je fais « Écoute, j'aurais aimé ne pas créer, mais ma tête ne s'arrête pas. » Voilà, donc... Mais Sandra, c'est le seul prénom où il y a des prénoms, d'autres prénoms que... un autre que les gens ne connaissent pas et qui est Edith. Ah, d'accord. Donc Edith. à la maison, on m'appelle Eddie. Eddie, voilà. D'accord. Tu n'as pas un prénom, disons, local? Malheureusement, non. Donc du coup, j'ai essayé d'en donner à mes enfants. D'accord. Donc vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants, un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Et les prénoms, puisqu'on parle de Bayodé. Et Fola Chadé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui porte avec fierté. Bayodé parce qu'il a amené la joie et Fola Chadé parce que c'est la couronne de ma gloire. D'accord. Alors, africaine et apparemment fière de l'être, vous êtes originaire de quelle partie du Bénin? Je suis de Dassa.
Dassa. Et Ah, oui, d'accord. donc je parle d'Assa. Un petit Je mot. suis des collines. Il faut saluer. Écossan et Wareni. Ah, donc vous comprenez en plus. Et je Mais parle. vous avez passé votre enfance ici au Bénin ou dans l'un de ces pays enfin, froids? Les deux, non, même pas les pays froids. Ah, Entre d'accord. ici et le Ghana. Ah, Après, je suis partie en Europe. Mes parents vivent en Allemagne aujourd'hui depuis 30 ans. Donc, évidemment, souvent, je suis en Allemagne. Mais la toute petite enfance, c'était entre le Bénin et le Ghana. d'accord. Et comment étaient vos parents? Qui sont-ils? Alors, mes parents ont toujours travaillé. Au fait, j'ai toujours eu des parents qui ont travaillé. Mais surtout ma mère. Ma mère a toujours été dynamique parce qu'à un moment donné, mes parents ont divorcé et j'ai vu ma mère très dynamique, travailler dur pour nous Donc vous éduquer. tenez beaucoup de mamans. Oui, je pense que je n'avais pas le choix. Avoir une maman, je me rappelle à l'époque, elle voyageait, elle allait en Allemagne, elle ramenait des conteneurs de voitures, de pneus dans un pays où elle ne parlait pas allemand. J'ai trouvé ça Extraordinaire. extraordinaire. Franchement. Et j'ai de ces images où elle voyageait en veste avec sa mallette et tout ça. Et moi, toute petite, je me disais, mais comment est-ce qu'elle peut oser autant? Mais elle n'avait pas peur. Et son audace, je pense que je n'ai pas le choix que d'être un peu comme elle. D'accord. Et votre enfance, finalement, vous avez passé un peu votre enfance ici, Voilà. précisément où, dans quel quartier? Ah, je suis restée à Kwakwa, Ah. je suis restée à Jéricho. Ah, et d'accord. Voilà. Comment est-ce que vous qualifierez votre enfance avec vos frères et sœurs? Si vous en avez, combien en avez-vous? Alors, j'ai un frère. Mhm. Donc, je suis l'aîné, enfin nous sommes deux, donc mon petit frère et moi. Et on avait vécu avec surtout les petits, je dirais les frères et sœurs de ma mère qui à l'époque étaient comme nos frères et sœurs, nos grands frères et sœurs. Et on avait vécu en étant très soudés, en ayant toujours ma mère qui veillait sur tout le monde, qui voulait régler les problèmes de tout le monde, qui à un moment donné, on trouvait qu'elle réglait trop les problèmes des autres et qu'elle devrait plutôt s'occuper que de nous. Mais Vous c'était étiez un peu jaloux. Je pense qu'à un moment donné, Elle on veut... partageait trop son affection avec les autres. Oui, à un moment donné, on s'est dit, mais elle ne peut pas régler les problèmes de Mais tout le c'est monde. ce que vous faites aujourd'hui, vous aussi. Bon, enfin, je sais pas. Voilà, j'essaye de... Parce que malheureusement, je n'ai pas gardé... Aujourd'hui, je me dis qu'elle en a trop fait et qu'aujourd'hui, elle n'en bénéficie pas autant. Donc, je me dis, pourquoi faire autant si derrière... Mais bon, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand Apparemment, vous n'avez pas tiré quand même grande leçon de... Aujourd'hui, puisque vous aussi, vous êtes partout, hein? Oui, Vous mais donnez je donne pas seulement à la famille. Aujourd'hui, je donne beaucoup de mon temps aux autres qui ne sont pas forcément ma famille proche. Et j'estime que quand on fait justement à des inconnus, on n'attend rien d'eux. Alors que quand c'est de la famille, vous attendez à ce que demain, les gens soient là pour vous et tout ça. Et moi, avec mon expérience, en tout cas, pas mon expérience personnelle, mais ce que j'ai vu avec ma mère, je me dis aujourd'hui, je préfère donner plus à d'autres personnes qu'à la famille très proche. D'accord. Et donc, dans l'enfance, est-ce que vous avez toujours été pleine d'énergie comme ça, avec... je dirais agitée entre griffes? Oui, j'ai toujours été plutôt très curieuse. Je me rappelle de ces moments où ma mère disait, même quand elle mangeait et que je venais, je voulais voir absolument ce qu'elle avait dans la bouche et tout ça. Donc j'ai toujours été très curieuse. Et cette curiosité m'a toujours poussée à questionner les situations autour de moi, à me dire, mais pourquoi pas autrement? Pourquoi? Et donc, ces questionnements ou cette curiosité fait que ma tête bouillonne tout le temps. Je me pose 10 000 questions. Je me dis, pourquoi pas autrement? Mais quel est le reproche qu'on fait souvent à Sandra? Je suis têtue. D'accord. Je suis têtue et je pense que dès que j'ai une idée, je ferai tout pour faire réaliser cela. Aujourd'hui, avec l'âge, je dirais que bon, peut-être que mon mari dira que je suis toujours têtue, mais je pense que je ne suis plus aussi têtue que ça. J'ai compris que Sandra est mariée. Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai un mari avec qui nous avons bourlingué, enfin on a fait le tour de l'Afrique, on a été expatriés pendant 20 ans dans plusieurs pays en Afrique.
Et donc, qui, au bout de 20 ans, a décidé de revenir au Bénin. Donc, c'est un Béninois. C'est un Béninois. La décision de rentrer au Bénin, c'est plutôt lui, je dirais même, qui me l'a imposé. Parce qu'à un moment donné, bon, parce qu'avant de revenir, moi, j'étais très bien là où j'étais. J'avais une entreprise au Rwanda, je travaillais, je faisais des choses qui me passionnaient énormément. Et j'étais très contente surtout de vivre au Rwanda. Donc, quand il a dit il fallait rentrer... Ça a été un peu un choc? Bon, pas un choc, mais j'ai dit, OK, c'est toi qui nous amène, on viendra, on va faire de l'expérience. Mais si ça ne marche pas, on repart. La preuve, c'est que pendant longtemps, je n'ai pas fermé mon entreprise du Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fermée. Parce que je me dis, au bout de... Voilà, si ça ne marche pas, peut-être que... dans notre second mais pays. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est de retour. Donc, je pense que pour l'instant... Mais ça va quand même, hein, plutôt bien, non? On fait des choses. Mais quelles études, Sandra Idossou? Alors, j'ai fait des études de langue. Donc, je parle anglais, français, allemand. Vous avez amené en fait au Ghana? Non, oui, au Ghana, oui. C'était par rapport à l'Institut de langue. Donc, j'ai fait un institut de langue. Après, j'ai fait une école hôtelière. Et mon idée à l'époque, quand je faisais les langues et l'hôtellerie, j'avais très envie de faire, devinez quoi, du journalisme. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vous rattrape. Ça vous rattrape parce que je vous entends très souvent sur RFI. Je vous entends, bon, je vous vois sur nos antennes. J'avais envie de faire ça. J'avais 2 rêves. J'avais envie de faire soit le journalisme ou soit être hôtesse de l'air. Et à l'époque, on m'a dit non, tu es trop petite parce que vous voyez Sandra, il y a 1m59, 1m60, ça ne fait pas hôtesse de l'air. Donc on m'a dit que j'étais trop petite et donc malheureusement, je suis allée vers le tourisme et l'hôtellerie. Donc c'est ce que j'ai fait à l'école. C'est ça. Et par les mets béninois, qu'est-ce que Sandra préfère? Oh, je mange beaucoup de local. Oui. Donc du coup, j'aurais du mal à choisir. Ce que je pourrais manger tous les jours, ce sont les feuilles, la sauce légumes. Ah, d'accord. Voilà. Tindjan. Pas forcément tindjan, mais simple et tout ça, j'aime beaucoup le Avec quelle pâte? Quel accompagnement? La cassa, le lio, voilà, la cassa. Et ma transition est bien trouvée parce qu'avec vous, c'est sachet relou. Et justement, à cassa, parfois, c'est dans le sachet. Je pourrais vous dire que vous avez passé quand même avec brio cette première étape qui nous a fait mieux vous connaître. Donc, nous allons passer justement à la deuxième étape et parler justement de votre coup de gueule, j'allais dire, avec Sachet Reloué. Et voici le jingle du moment de vérité. Alors, quand on dit Sandra Idossou, en fait, tout le monde pense à ces sachets-là, à ce cri que vous avez lancé entre-temps, qui s'intitule donc Sachet Relou. Pour ceux qui nous suivent au-delà des frontières du Bénin et qui ne comprennent pas forcément la langue fond, on va leur expliquer ce que c'est que Reloué. Voilà, Sachet Reloué. Vous allez nous expliquer d'où tout ça est parti. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'étais rentrée donc il y a 4 ans et j'avais vécu dans un pays propre. Dans un pays où pendant 10 ans, je ne voyais plus le sachet plastique. Et j'arrive, et moi qui aime manger, qui aime acheter de la nourriture, je me suis rendu compte que tout ce que j'achetais à manger, c'était systématiquement dans le sachet plastique. À un moment donné, je fais, mais attendez. Donc, j'ai commencé par sortir avec mes bols, avec mes papiers et tout. Et puis, j'ai dit, mais comment se fait-il qu'on se tait sur ça? Mais ce qui m'a choqué, un jour, j'avais une tante qui était malade, qui était chez moi. Et elle voulait de la cassa. Justement parce qu'elle voulait prendre un médicament. Mon chauffeur a fait le tour de Kadian pour acheter la cassa en feuilles, puisqu'il sait que de toute façon, il ne pouvait pas me ramener la cassa en sachet. Il n'a pas trouvé. Au bout de 30 minutes, il est revenu avec la cassa en sachet, tout chaud. Et ma tante qui fait, je lui dis, non mais non, tu ne peux pas manger ça et tout. Et ma tante qui fait, mais je suis désolée, j'ai juste envie de délayer ça. Hôtel. Merci. Et donc, je suis obligée de prendre ça. Alors, désolée, mais moi, ça va être sans la paille.
Environnement, ça va mettre 400 années dans la nature. Donc, pardon, je vous donne ça. Elle parlait justement du sachet. Voilà, pardon. Et le plastique, de façon générale. Merci. Voilà. Et donc, elle prend quand même son akassa comme ça. Et quand je suis restée à la regarder, et puis j'ai dit, mais comment est-ce que toi, parce que toi, tu sais que c'est dangereux, comment est-ce que tu peux la laisser manger ça? Comment est-ce que tu peux l'empoisonner? Et ma tante est restée malade pendant 3 jours. Et Angela, j'avoue que les 3 jours, elle était malade. Je me suis dit que c'est moi qui l'ai encore empoisonnée. Je m'en suis voulu culpabiliser. Je dis, mais comment se fait-il que tu la laisses manger dans ce sachet? Un soir où je m'en voulais tellement, j'étais sur mon lit. Et puis, je dis, et si je lançais une pétition? Mais sans a priori, sans aucun calcul, vraiment. Donc, je crée juste, je vais sur la page Change et je fais cette pétition et je lance la pétition en ligne pour qu'on interdise le sachet plastique au Bénin. Donc, c'est de là qu'est parti ce combat. Pourquoi sachet rééloué? Parce que rééloué, c'est une interjection dans notre langue. Rééloué, c'est par rapport à un danger, à une malédiction, à quelque chose. Dès qu'on voit quelque chose qui nous interpelle, d'extrêmement grave. Et c'est parce que je voulais qu'on comprenne que le sachet, même s'il est anodin, même s'il paraît simple, même s'il est tout le temps avec nous, ce sachet est dangereux. Merci. Voilà, comme quoi, quand on refuse, il y a toujours une alternative. Ça, c'est une très belle leçon, ça. Voilà. Et donc, l'interjection réélouée parce qu'il était important que nous comprenions que le sachet, non seulement nous empoisonnons en mangeant de la nourriture chaude là-dedans, parce que l'aliment chaud en contact avec le sachet, on s'empoisonne. Et donc, au-delà de cet empoisonnement, une fois qu'on a fini et qu'on l'a jeté dans la nature, pendant 400 années, il va être là. Et donc, rééloué parce que c'est une malédiction sur plusieurs générations. Ce sont des emballages vraiment extraordinaires qui vivent longtemps. C'est aussi bien l'environnement que la santé, surtout quand on met des repas chauds dedans. Donc, vous avez eu vraiment raison de lancer à l'époque... je dirais ce cri de gueule ou bien, oui, ce cri de gueule, ce ras-le-bol, parce que je me disais, mais les autorités ne peuvent pas laisser les populations continuer par s'empoisonner. Vous pensez que vous avez eu raison de le faire? Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui? Non, enfin, oui et non. Je suis contente de l'avoir lancé. Je n'avais pas prévu que 4 ans après, je serais toujours là à en parler. Pour moi, je lançais une pétition. Les autorités prenaient la loi, interdisaient le sachet plastique. Et pour moi, ça s'arrêtait là. Donc vous avez quand même un petit goût amer. Vous n'avez pas totalement réussi. Parce que le sachet est toujours présent. Le sachet est présent. La preuve. Et nos autorités. Moi, je vais dormir moins bête parce que désormais, moi-même, au fait, demander ça. Ce sont des comportements qui sont autour de nous et nous ne nous rendons pas compte. Mais ça, là, par exemple, 400 années dans la nature, le vent va les emporter, ça va se retrouver dans les océans, nos poissons vont s'empoisonner avec tout ça. Et donc, c'est des comportements, en réalité, quand on dit non au sachet, nous avons des alternatives. Ici, il a fallu qu'on refuse et on a du papier. Voilà, c'est pas seulement pour la santé que vous vous battez, c'est pour l'environnement. C'est pour l'environnement. Et d'ailleurs, on vous voit sur d'autres fronts qui ne sont pas forcément pour le sachet. Oui, parce que l'environnement, comme je dis souvent, c'est ce qui nous appartient à nous tous. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit dans un village, qu'on soit d'un niveau social élevé ou bas, nous sommes tous concernés par l'environnement. Et donc, c'est notre responsabilité à nous tous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire le sachet ou bien l'environnement, ça ne me concerne pas parce que moi, je vis ici, parce que nous sommes tous concernés et nous devons tous nous mobiliser parce que c'est notre terre commune. Et donc, se dire, moi, bon, ça ne m'intéresse pas trop, bien moi, je reste dans mon coin, nous devons tous nous mobiliser pour défendre notre terre. Je fais ça aussi pour mes enfants. J'aimerais que dans 50 ans, mes enfants trouvent du poisson à manger. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Si vous allez à la pêche et que vous voyez les pêcheurs ramener leurs filets, 80% de ce qu'ils ramènent, ce ne sont que des déchets plastiques. Il y a une étude qui... C'est tellement grave que quand je vois la façon dont on ferme les yeux, on se dit, bon, moi, je trouve du poisson chez moi, donc je n'en ai rien à cirer. Non! Demain, nos enfants n'auront plus de poisson. Et donc, il est important que nous nous mobilisions. Et quand
je vois que nos autorités disent oui, on fait interdire le sachet plastique, mais derrière, il n'y a pas de répression. Les importateurs, les distributeurs, nos autorités les connaissent et on ferme les yeux là-dessus. À un moment donné, c'est révoltant. C'est dommage tout ça. Parce qu'il faut une alternative en fait. Les alternatives, Angela, ont toujours été là. Là, on a refusé, il en avait. Si demain on dit que nous ne voulons plus de plastique, nous avons des alternatives. Avant le plastique, on avait des feuilles. Si on veut, vous voyez comment, avec le gouvernement actuel, nous avons vu le gouvernement prendre des décisions très fortes, très courageuses. Et donc, si le gouvernement veut aujourd'hui fermer l'entrée des sachets plastiques, ça va se faire. C'est une question de volonté. D'accord, on va évoluer sur ce point-là parce que ce n'est pas seulement les sachets. Je vous le disais tout à l'heure, en fait, je voulais que nous parlions un peu des autres activités que vous menez toujours dans le domaine de la préservation de l'environnement. Alors, avec les enfants, je vous ai entendu souvent en parler. Avec les enfants, nous faisons souvent de la sensibilisation pour protéger la nature en plantant des arbres, par exemple. Nous avons lancé une campagne, par exemple, un enfant, un arbre, pour que nous comprenions que pour réduire la pollution autour de nous, il faut que nous ayons plus d'arbres. Aujourd'hui, vous voyez dans les maisons, on coupe les arbres. Nous avons vu, on est en train de faire les routes, donc on coupe les arbres et tout. Il faut que nous comprenions que notre environnement a besoin d'arbres. Et donc, par rapport à toutes ces activités que je fais, qu'il faut préserver. Oui, c'est une menace pour l'espèce humaine si on ne préserve pas l'environnement. Et j'espère que les autorités nous entendront et qu'après ça, il y aura encore un remue-ménage pour tout au moins changer encore quelque chose. J'espère. En tout cas, je continue. Y croire. Et des projets, vous en avez. Et je parlais tout à l'heure de votre capacité à tout le temps déborder d'énergie. Donc, vous n'êtes pas seulement au niveau de l'environnement. Je vous ai vu promouvoir la dernière fois, une exposition pour justement mettre sous les projecteurs les artisans de l'Afrique. Je voudrais que vous nous en parliez un peu. Alors, depuis, j'ai toujours aimé l'art et l'artisanat. J'ai toujours été passionnée. Moi-même, je peins à mes heures perdues. Mon père peint. Enfin, je viens d'une famille où tout le monde aime l'art. Ça va me faire un tableau. Voilà, je fais beaucoup plus de l'abstrait, mais j'aime bien l'artisanat. Mais c'est surtout, je me suis rendu compte que nous, en tant qu'Africains, nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous sommes tous là à accepter, à prendre ce qui vient d'ailleurs, mais en méprisant ce que nous avons, alors que nous avons du savoir-faire, un savoir-faire qui souvent est ancestral, qui vient de plusieurs générations que nous perdons. Si je prends l'exemple du pagne indigo, le pagne indigo, c'était des pagnes qui existaient depuis à l'époque. Nos grands-mères portaient ça. Aujourd'hui, nous ne les portons plus parce que nous attendons que ça vienne de France, de Paris, de Chine. Et tout ce savoir-faire, nous sommes en train de le perdre. Et donc, si nous voulons développer notre économie locale, mais surtout si nous voulons dire que nous aussi, nous avons une fierté, nous avons un patrimoine à préserver, il faut que nous nous mobilisions pour pousser le consommation local. Et donc le consommation local pour moi, c'est au travers de l'art, au travers de l'artisanat. Et c'est pour ça que vous êtes promotrice donc, de la galerie Couleurs d'Afrique. Voilà. Et c'est pour cela que moi j'ai tout fait donc, pour un collier plutôt ethnique. Voilà, exactement. J'ai essayé de porter le chapeau, mais ça, le chapeau, c'est la galerie Couleurs d'Afrique. Ouais. C'est là-bas chez vous que j'ai pris le chapeau. Mais Angela, nous avons de belles choses. Regardez comment vous êtes belle. Est-ce que franchement, on a besoin d'aller chercher de Chine? Tout ce que nous consommons, quand nous les prenons localement, ce sont nos artisans qui vivent ici et qui vont faire vivre leur famille. Quand vous achetez ce qui vient de l'extérieur, il y a peut-être 10% de votre achat, le coût de 10% qui va peut-être rester localement. Mais tout le reste, ce sont les autres qui ont produit. Vous ne pensez pas que c'est une question de mentalité? Parce que moi, j'ai l'impression quand même que les gens préfèrent ce qui vient d'ailleurs à ce qui est local. Ils ont
peut-être un complexe Tout à fait. Je ne sais Tout quoi, à fait. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que dès qu'on m'invite, j'en parle pour dire, moi je porte du béninois ou de l'africain, mais en étant fière, je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe de dire le matin, je prends la bouillie le matin. Je n'ai aucun complexe de dire que au lieu du croissant pour mes enfants, je vais leur donner du accru et tout ça. Mais tout ça, c'est dans nos têtes. Il faut que nous nous rendions compte que nous avons de belles choses. Tant que nous méprisons, tant que nous regardons avec dédain ce que nous avons, nous n'allons pas pouvoir les consommer avec fierté. Et pourtant, nous avons de très belles choses. Les Européens ou les autres auraient aimé être à notre place, mais nous ne nous rendons pas compte. Dans nos maisons, nous remplissons les maisons de tout ce qui vient de Chine, alors que localement, nous avons de très belles choses. Mais au-delà de cette envie de promouvoir ce qui est de chez vous, ce qui est d'Afrique, est-ce que c'est pas votre fibre afro-centriste ou alors panafricaniste qui parle? Probablement. Alors, par rapport à mon métier de consultante, j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains. J'ai vécu moi-même dans 8 pays africains. J'ai voyagé dans plus de 35 pays en Afrique. Et donc, à chaque voyage, j'étais impressionnée par la beauté, par la richesse, par la diversité de ces pays africains. Et chaque fois, je me disais, mais comment se fait-il que les Africains ne se connaissent pas? Comment se fait-il que quand tu poses une question sur la France, les Africains, les Béninois seront les premiers? C'est ce qu'on nous apprend. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, Mussolini. On ne sait pas que voilà, nous, on avait des... Exactement. Qu'on avait des riches, qu'on avait les royaumes avant. Les royaumes avant, c'était des royaumes qui étaient riches et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, on ne nous a pas appris, mais aujourd'hui, on peut faire... On ne nous apprend pas ça suffisamment. C'est vrai, l'école a sa part de responsabilité, mais nous qui sommes adultes aujourd'hui, nous avons les livres, nous avons Internet. Oui, encore que c'est déjà au bas âge qu'on vous inculque tout ça, l'amour de la lecture, des choses comme ça, c'est le bas âge, c'est l'éducation. L'homme devient ce que la société voudrait. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, à mon niveau, j'essaye d'inculquer cela. Quand j'organise, par exemple, les cocktails, les événements, et que je dis je ne fais que du local, c'est montrer que le local peut être valorisé. Vous venez de fermer l'exposition que j'évoquais tout à l'heure. Comment ça a été? Ça s'est très bien passé. On a eu, une fois encore, beaucoup d'expatriés qui savent apprécier ces choses. Malheureusement, les Béninois, on les cherche, on les attend encore. On continue et on se dit vivement que nous-mêmes, nous apprenions à apprécier ce que nous avons. Ça fait de la peine parce qu'une fois encore, on est là. Ce sont les autres qui apprécient et nous-mêmes, ça ne nous dit rien. C'est dommage, mais bon, il faut continuer. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué que vous étiez consultante, mais j'aimerais mieux comprendre. Alors, il y a quelques années, je suis partie en France pour me faire former, pour devenir formatrice. Et donc, en tant que formatrice, j'ai fait le tour de plusieurs pays en Afrique pour donner de la formation sur la qualité de service. J'accompagne les entreprises à mettre en place des outils qui leur permettent d'offrir de meilleurs services à leur clientèle. Je forme les gens sur l'accueil, sur la qualité, sur la vente, sur le marketing. Et j'avais toujours fait ça dans les autres pays avant de revenir. Donc, quand je suis revenue il y a 4 ans, je me disais, tiens, comme ailleurs, je faisais de la formation, je pouvais proposer ces formations. J'ai fait le tour, les directeurs de... J'avais l'impression que je sortais de ces réunions comme si je descendais de Mars et tout ça. Qualité, ah bon, le service? Ah bon, non. Donc, du coup, je suis restée à RS. Ça explique quand même la grande qualité de vos produits, des produits que vous nous offrez dans votre galerie. C'est vrai. Mais j'y ai fait quand même un tour. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'il y a des choses qui s'affichent déjà sur l'écran, certainement. En tout cas, on essaye de montrer que nous pouvons avoir de la qualité. Les artisans sont bons. Il faut juste les accompagner pour qu'ils travaillent sur leur finition, pour qu'ils travaillent sur leur offre, pour qu'ils travaillent sur leur packaging. Parce que les produits qui sont dans les boîtes qu'on nous envoie importer, c'est souvent juste le packaging. Et puis le mindset qu'on nous a amené à avoir pour dire si ça vient de France, ça veut dire que c'est forcément bon. Et donc aujourd'hui, il faut accompagner nos artisans pour que localement, leurs produits soient de bonne qualité, soient attrayants et que ce soit surtout accessible. Souvent, quand on parle de qualité, la qualité a un coût, je suis désolée. Et donc, si vous voulez un pain chinois à 2000,
par rapport à un indigo qui est fait par 10 personnes, évidemment, ce n'est pas le même coût. Mais ceux qui ont les moyens. Mais vous faites bien d'en parler parce que est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui justifie le peu d'intérêt que les gens portent pour les produits locaux, que ce soit alimentaire ou pas? Vous savez, ce qui est fait de façon bio est toujours plus cher que ce qui est... Je ne pense pas que ça justifie tout. Parce que l'industrialisation fait que, bon, vous savez, les coûts de revient... si nous sommes nombreux à consommer, je vous donne l'exemple du riz que je consomme depuis 4 ans. Du riz local que j'achète ici, malheureusement, il coûte plus cher que le riz importé qui vient de Chine ou d'Inde. Mais ce riz local est sans conservateur. Donc ce riz local, même s'il me coûte plus cher, il me donne plus de santé que le riz moins cher. Blanchi, voilà. Raffiné. Et donc à un moment donné... plus l'aliment est en fait raffiné, moins il est bon pour l'organisme. Donc c'est de l'éducation qu'il faut faire, mais comme je suis d'accord aussi, il faut accompagner tous ces producteurs pour que les produits soient plus accessibles, que les prix soient plus simples, plus abordables. Alors que vous encouragez en fait le consommation local, je dirais quand même qu'à côté de vous, il y a des femmes, des sœurs qui préfèrent plutôt s'acharner sur les perruques par exemple. Et aussi se dépigmenter. Vos commentaires. Parce que vous encouragez le consommation local. Tout ce que vous avez porté là, c'est du consommation local. Les bijoux viennent du Sénégal. Parce ça, que là, c'est du Sénégal. Ça, c'est du Sénégal. Ça, c'est du Niger ou du Sénégal. Ma tenue, elle est béninoise. Avec mes chaussures. Nadia, on lui fait un coucou. Non, celle-ci n'est pas de Nadia, mais c'est aussi une autre personne qui fait Ekabo Design. Mes chaussures sont par un béninois, donc j'essaye de chercher la qualité dans ce que nous trouvons localement. Et je suis un Napi. Et vous m'avez obligée à Alors, Angela, pour revenir à la question de pourquoi est-ce que nos sœurs sont dans ces... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans nos têtes, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est joli. Donc malheureusement, au niveau de l'éducation, il nous faut encore beaucoup d'efforts. Au niveau de la représentativité, parce que les filles veulent ressembler à quelqu'un. Quand on regarde la télé, qui est-ce qu'on voit à la télé? On voit les Beyoncé avec les cheveux. Oui. On voit les autres... Pourtant, voilà. On a des femmes africaines. Donc, il faut qu'en termes de représentativité, qu'on ait des gens, des modèles qui ressemblent à vous et moi, mais qui soient belles aussi. Et c'est pour ça qu'au niveau... Nous sommes belles, hein? Regardez-nous. En tout cas, moi, chez téléspectateurs, regardez-nous. Donc, il nous faut de la sensibilisation. Je trouve dommage pour les filles qui se dépigmentent la peau. J'en parle depuis des années, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir taper sur la table parce que tous ces produits-là, une fois encore, sont importés. Hein? Oui, oui. Tous ces produits arrivent ici. Et il faudra que le gouvernement nous aide aussi, comme on l'a vu ailleurs, que ces produits-là, qu'on ne les importe. Interdits ailleurs parce que c'est une question de santé publique. Ah, d'accord. Je suis en train de faire quand même le tour. On vous a vu dans l'environnement avec votre bataille contre le sachet plastique. On vous a vu en tant que consultante pour la qualité. On vous voit en tant qu'entrepreneur. Quel est le grand défi qui a été le vôtre en tant qu'entrepreneur? Je dirais de me reconvertir. Parce que, comme je disais, j'ai travaillé pendant 20 ans sur la qualité de service. Je ne suis pas environnementaliste. Et donc, moi, quand je suis venue ici et que j'ai lancé Sachet Reloué, ce n'est pas un boulot pour moi. C'est juste mon engagement social. Quand je n'ai pas réussi à faire travailler mon entreprise, il fallait me réinventer. Moi, j'ai toujours travaillé. Je ne suis pas de ces femmes qui attendent tout de leur mari. Et donc, à un moment donné, c'était un défi de dire, si je n'ai pas pu faire travailler mon entreprise, qu'est-ce que je deviens? Et le plus grand défi pour moi, c'était de me réinventer en disant, j'ai toujours été passionnée d'art. Si la qualité ne prend pas, si je ne trouve pas des marchés pour former les gens, ben pourquoi ne pas transformer cette passion d'art en business? Et donc, ma galerie aujourd'hui, même s'il y a 5 ans, je n'avais jamais pensé que j'aurais une galerie. Je suis contente Je suis contente parce que je me suis dépassée. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de difficultés en tant que femme à être entrepreneur qu'un homme? Bon, personnellement, pour ce que je fais,
je n'ai pas eu de freins liés au fait que je sois femme. Les freins que je vois plutôt, c'est en tant que femme, nous avons aussi d'autres responsabilités à la maison. Nous devons gérer la maison, les enfants et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir se dédoubler, il faut pouvoir s'organiser pour que la maison n'en pâtisse pas du fait qu'on soit dehors. Mais je pense que c'est une question d'organisation. Sur ce tableau d'entrepreneuriat, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent encore. Ce n'est pas du tout facile parce qu'elles ont peut-être des idées d'échecs. Elles pensent que ce n'est pas toujours le sourire. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je voudrais leur dire qu'effectivement, elles ont raison. Ce n'est pas toujours le sourire. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une boutique et que vous avez un loyer, quand vous avez des charges fixes, ce n'est pas la même chose que d'avoir un salaire à la fin du mois. Moi, ça fait plus de 20 ans que je ne reçois pas, enfin peut-être pas 20 ans, ça fait peut-être plus de 10 ans, 12 ans que je ne suis plus salariée, d'accord? Mais c'est vrai que les charges ne sont pas les mêmes, mais en même temps, il y a plus de satisfaction parce que vous gérez votre temps, vous faites des choses qui vous passionnent et je pense que vous avez plus d'impact aussi. Et donc, si elles ont peur, je voudrais leur demander de s'écouter. La passion propulse, la passion donne des ailes. La passion fait que même quand on passe dans des moments difficiles, cette passion nous porte. Et donc, il faut qu'elles recherchent surtout ce qui les passionne. Il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Il faut chercher ce pourquoi on peut... Moi, voilà, je le dis plutôt exactement. Comme ça souvent. C'est ce que votre intuition, le troisième sens, on dit non. Enfin, votre intuition vous dit ça ne vous trompe pas. Mais... Quand il y a des moments difficiles, vous vous dites, même s'il faut dormir, même s'il faut veiller 3 jours, c'est une passion et donc vous ne le voyez pas comme contrainte. Et donc je voudrais justement les inviter à s'écouter. Nous sommes à la veille de la fête des mères. Je vous donne l'opportunité de dire quelque chose à votre maman. Alors, et pourquoi pas à vos clients de votre galerie. Alors, je voudrais dire à ma maman je vais lui envoyer le lien, comment je l'aime, comment elle est une motivation pour moi. Mais au-delà de ma mère, je voudrais aussi souhaiter une bonne fête des mères à ma belle-mère, parce que ma belle-mère, que je connais depuis des années, est aussi une femme battante, une femme qui, malgré son âge, est impliquée dans plein de projets. Et donc, bonne fête à ma belle-mère aussi. Et bonne fête à toutes les mamans. C'est elle qui vous a donné quand même le monsieur qui partage votre vie depuis Exactement, des années. Mais au-delà de ça, c'est une vraie mère. C'est une mère pour moi et je voudrais lui dire toute ma reconnaissance pour ce qu'elle est pour nous, pour notre famille. Et donc, voilà. Alors, le show des internautes, c'est tout de suite. C'est le dernier virage de cette émission. Alors, Sandra Idossou, les internautes ont parlé, ils ont écrit plutôt. La première personne demande en fait est-ce que vous arrivez à vivre avec la cherté de la vie en tant qu'entrepreneur? Alors, je voudrais signaler que j'essaye de vivre de façon très humblement. Je vis avec des produits naturels. Quand vous achetez de la tomate, du riz, voilà, je ne vis pas avec des produits importés. Donc, c'est vrai, la vie est chère, mais j'essaye de faire beaucoup de choses à la maison. Je fais moi-même le pain à la maison, j'utilise de la farine de manioc. Je dis, la vie est chère, mais nous avons des alternatives. C'est parce que pendant longtemps, nous sommes restés à tout attendre de l'extérieur. Aujourd'hui, la vie est chère, mais est-ce que ce n'est pas le moment de se poser les bonnes questions? Comment est-ce qu'on peut faire pour dépendre de nous, de notre pays en termes d'alimentation au lieu de tout dépendre, de tout attendre de l'extérieur? Nous avons des farines locales, nous avons des céréales locales. Et donc, allons vers ce que nous avons de local pour résoudre ces problèmes. Mais pour revenir vraiment de façon plus pragmatique sur la question, je pense qu'il faut que les Africains changent de paradigme. À vouloir tout importer, à vouloir que tout vienne d'ailleurs, il est temps que nous développions nos industries et que nous soyons autosuffisants.
D'accord. Alors, maintenant, au départ, on vous a vraiment vu sur les réseaux sociaux. Il y a un internaute qui voudrait savoir pourquoi vous n'êtes plus aussi active. Ça, c'est une très belle question. Alors, moi, je me donne toujours, ça fait 4 ans que je me donne. Je ne suis pas payée. Je voudrais juste faire cette précision. Que tout ce que je fais pour Sachet Rééloué, je le fais parce que c'est mon engagement social. Le gouvernement ne me paye pas. Je fais tout de moi. Donc, à un moment donné, quand je donne tout de moi et que je vois qu'à côté, le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire pour faire interdire le sachet, c'est normal qu'à un moment donné, on se décourage. Quoique, nous continuons la sensibilisation. La période de Covid a fait que nous n'avons pas pu faire de grandes manifestations. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans les écoles. Nous regroupons de petits groupes. Et donc, nous continuons pas sensibiliser sans faire de grandes manifestations. Et donc, la prochaine fois que nous allons faire de grandes manifestations, j'espère que cet internaute sera là lui aussi pour nous accompagner parce que ce n'est pas évident de mobiliser du monde pour faire gratuitement pour la communauté. Parce que c'est une notion qui n'hésite pas à dire je donne de mon temps à la communauté. Et bon, voilà. Alors, la dernière question vient aussi d'un internaute qui voudrait avoir vos commentaires par rapport au porta-porti. Aïe! Dubaï, parce que, oui, Dubaï, voilà. La toile a été tout le temps secouée par ce genre. Vous êtes une femme. Je suis une femme. Et vous défendez des valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez quoi? La valeur que je défends le plus, c'est le travail. Les histoires d'influenceurs, de machin, de regarder les autres et de dire on veut être comme les autres et tout ça. Pour moi, je ne suis pas dans ces choses. Et malheureusement, toutes ces jeunes filles qui s'assimilent ou qui regardent ces femmes et qui disent je veux être comme elles, c'est dommage parce que pour moi, le premier mari, ce qui nous rend indépendantes, c'est le travail. Et donc moi, mon conseil, c'est de dire à mes jeunes sœurs, il n'y a que le travail qui puisse permettre à une femme d'être indépendante. Et donc pour moi, cherchez le travail, travaillez, n'attendez pas tout d'un homme parce que c'est quand vous attendez tout que vous pensez que... Parce que sinon, quel homme va vous donner 5 millions comme ça, juste... Enfin, ça n'existe pas. Vous allez donner quelque chose en contrepartie, donc... Enfin, c'est une histoire qui me dépasse. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à dire aux internautes qui nous regardent? C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Je voudrais juste que vous reteniez que le sachet détruit votre santé et votre environnement. Ça, c'est un. Consommer local, c'est permettre à nos producteurs, à nos transformateurs, à tous ceux qui sont dans l'art et dans l'artisanat de vivre de leur métier. Et donc, faisons l'effort de faire des achats responsables. Consommer local, c'est développer nos économies. Et pour finir, je voudrais dire que la santé, avant tout, c'est une responsabilité personnelle. C'est nous qui devons veiller sur nous-mêmes en sachant comment nous mangeons, en sachant tout ce que nous mettons sur nous. Et donc, j'invite chacun à être responsable et à prendre soin de soi. En tout cas, je suis séduite. Aujourd'hui, je dormirai moins bête, surtout par rapport à ça, à la paille. Et donc, je tâcherai de plus en plus d'utiliser rien que des produits locaux. Merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir de partager ces quelques minutes avec vous, Sandra Idossou. Il fallait que je le fasse. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. Retrouvez cette émission demain à 16h sur les antennes de BB24 en nouvelle diffusion. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous retrouve certainement le mois prochain. À très très bientôt. Et bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent actuellement. À bientôt.